Donc merci d'avoir accepté de participer à cette première table ronde, dont la thématique est plus axée sur, on va dire, les parcours et ce que vous avez pu tirer de vos parcours comme interrogation ou conclusion sur les femmes dans le paiement. Donc je vais laisser Fanny entamer. Bonjour à tous, merci à France Paiement Forum de nous accueillir. J'ai le plaisir de commencer cette table ronde avec Karine André qui a accepté de partager son expérience. Donc elle est directrice générale déléguée de BPCE Payment Services, donc merci à elle d'être là. Et peut-être pour commencer, quand nous avons échangé ensemble, j'ai cru comprendre que le leadership féminin était un sujet qui vous parlait. Est-ce que vous accepteriez de nous faire partager votre expérience en la matière, et tout en précisant quelques mots également sur l'entité pour laquelle vous travaillez? Oui, bonjour à toutes et à tous. Juste avant de répondre à votre question, je tenais à remercier France Payment Forum et puis l'association European Women Payment Forum pour l'invitation à cette rencontre et la participation à cette table ronde. C'est un honneur d'être là parmi vous aujourd'hui et un immense plaisir de pouvoir échanger avec vous trois et puis sous votre animation à toutes les deux. Je pense que c'est des sujets qui sont effectivement, comme on a eu l'occasion d'en parler avec Fanny, qui sont particulièrement importants pour moi. Quand on est sur le thème des femmes clés ou femmes dirigeantes dans les paiements, il y a deux choses qui m'intéressent particulièrement, la dimension de leadership féminin et comment on peut partager sur nos parcours et ces sujets-là. Et le deuxième sujet qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est le monde des paiements, qui est un monde extraordinaire. Donc si je commence par le sujet du leadership féminin, je pense que c'est une conviction que j'ai, c'est important pour les femmes, comme ça l'est aussi pour les hommes, et notamment pour des femmes qui se projettent et ont envie d'évoluer, de progresser ou de faire carrière, soit dans une entreprise, soit dans un métier ou un domaine d'activité, de pouvoir avoir, alors on appelle ça des rôles modèles, j'aime pas trop le terme de rôle modèle, hein, mais de pouvoir s'identifier ou voir des gens qui sont arrivés à un certain niveau de responsabilité dans une entreprise et de se dire comment il ou elle en est arrivé là, par quel parcours, par où il ou elle est-elle passée, est-ce que ça a toujours été simple ou pas forcément simple, et qu'est-ce qui lui a donné confiance pour y aller, pour changer, pour sortir de sa zone de confort. Donc ça, c'est quelque chose qui pour moi est très précieux, d'où le fait que j'ai été effectivement ravie d'accepter de participer à cette intervention, parce que je pense que c'est important de pouvoir témoigner. D'autant, on le verra tout à l'heure, que j'ai eu un parcours assez divers et varié, et je n'ai pas du tout commencé dans les paiements. Et pourtant, aujourd'hui, je suis directrice générale déléguée d'une entité de paiement. Donc, sur les parcours, je pense que c'est important de pouvoir partager ça pour s'identifier, pour se donner des idées. Voilà, on se dit, tiens, c'est intéressant, il ou elle, comment en est-il arrivé là et par où est-il passé ? Le deuxième sujet qui me plaît beaucoup dans cette thématique-là, c'est les paiements, parce que c'est un univers, un monde qui est juste passionnant, qui regorge d'innovation, de challenge, ça bouge tout le temps. C'est en ce moment un peu the place to be. Il y a beaucoup de sujets, hein. Ça peut être un monde qui est compliqué, qui est technique, mais il est tellement intéressant et tellement abordable quand on a envie d'y rentrer, de se mobiliser sur ces sujets-là, que c'est vraiment un endroit, un métier en tout cas, où il y a beaucoup de choses à faire. Il y a aussi beaucoup de choses à faire dans les paiements, parce que finalement il y a une diversité d'entités ou d'intervenants. Il y a des infrastructures de marché, il y a des
Il y a des banques, il y a des institutions financières, il y a les schemes, il y a des fintechs qui sont régulés, pas régulés, il y a de l'innovation tout le temps. Donc ça, c'est quand même la possibilité d'évoluer, de faire plein de choses différentes tout au cours d'une carrière. Il y a des sujets de paiement par carte, de la monétique, il y a les flux, il y a le France, il y a l'international. Donc c'est pareil pour ceux qui veulent aussi ou qui peuvent être intéressés par des carrières à l'international, c'est passionnant. Et puis les paiements, c'est concret, c'est super concret. Voilà, alors juste parcours de 2 minutes. Donc BPCE Payment Services, hein, c'est une filiale du groupe BPCE, qui est le deuxième groupe bancaire français. Et BPCE Payment Services est l'opérateur de paiement de ce groupe bancaire. Et donc on opère finalement les paiements pour l'ensemble de ces entités du groupe et aussi pour des clients en dehors du groupe, au service de leurs clients. Et ça représente plus de 7 milliards de transactions processées par an, 20 000 opérations traitées par minute. Voilà, donc on est au cœur de la vie de 20-25% des paiements en France qui soient initiés par des particuliers, par des entreprises, par des salles des marchés, par des banques, le refinancement du groupe, etc., et qui soient en France ou à l'international. Voilà pour, en 2 mots, l'entité ou le groupe dont je viens. Merci beaucoup. Vous avez indiqué que vous aviez rejoint récemment le domaine des paiements. Est-ce que vous accepteriez de nous partager votre expérience précédente, oui. Voilà, en quelques mots. Mon cheminement. Donc je suis rentrée un peu par hasard dans une banque il y a 32 ans. Et je suis dans les paiements depuis 6 ans. Donc c'est pas si long que ça, 6 ans. Alors 32 ans dans la banque, ça fait longtemps. C'est dans le même groupe, mais il n'a rien à voir avec ce qu'il était au début. Donc j'ai commencé ma carrière dans le groupe BPCE qui n'existait pas à l'époque, dans des activités de marché au middle office, donc entre le front et le back office, dans un univers côté front extrêmement masculin. Et je m'occupais du suivi d'un point de vue risque et résultat de plusieurs desks de la salle des marchés. Donc ça a été assez intéressant et assez formateur. J'ai pas une formation du tout d'ingénieur, hein. J'ai fait une école de commerce et j'ai démarré dans les marchés, les activités de marché, monde extrêmement masculin sur des sujets de risque et de résultats. Donc j'ai fait ça pendant à peu près 5 ans. Au bout de 5 ans, ils m'ont proposé un poste en front. C'était pas du tout ce qui m'intéressait. Ça m'avait pas fait rêver de les voir toute la journée devant des écrans. Donc j'ai poliment et gentiment décliné. Et je suis partie ensuite au contrôle de gestion centrale du groupe. Donc là, je partais d'un métier et j'ai rejoint une fonction centrale de pilotage où j'ai fait effectivement du contrôle de gestion, pas du tout sur les marchés. Donc j'ai fait ça sur les activités de financement et les activités de capital investissement. Et puis à l'occasion d'une fusion, j'ai aussi récupéré le suivi des activités de marché, parce que quand vous êtes dans une fonction centrale d'un groupe et qu'il faut que vous travaillez avec des gens qui sont sur les marchés, c'est quand même plutôt pas mal de savoir comment ils fonctionnent, de comprendre et de connaître un peu leur activité si vous voulez avoir un peu de crédibilité dans les interactions que vous pouvez avoir avec eux. Donc ça, c'était particulièrement intéressant. Et ça s'est fait sur une période où il y a eu aussi une fusion. Donc c'est toujours intéressant d'être là ou de vivre des moments où les entreprises se structurent, évoluent et changent. Après ça, je suis partie 3 ans aux États-Unis sans travailler pour suivre mon conjoint. Et quand je suis revenue en France, j'ai réintégré le groupe. Et là, je suis passée sur des activités de conservation de titres retail et institutionnels, juste avant la création de Natixis, et où, dans des fonctions de direction financière, j'ai eu la chance d'écrire le modèle de ce que seraient les activités titres de Natixis demain, entre la consolidation des activités retail avec ce qui allait arriver des caisses d'épargne, du monde des caisses d'épargne, et l'apport à KCIS de toutes les activités institutionnelles. Donc toujours dans des fonctions plutôt où j'avais un peu quelque part ma zone de confort, hein, finance, mais sur des éléments de vision stratégique, de préparation d'un plan, de travaux sur des modèles économiques où on casse un peu la maison et on se projette sur comment, en regroupant 3 entités, on refait 2 entités plus fortes demain, chacune dans leur domaine.
Et puis, ayant fait ça, on me propose de reprendre le secrétariat général de cette entité, donc avec là des activités d'organisation, de la communication, les équipes juridiques, les risques, donc un élargissement de périmètre qui apportait quelques nouvelles briques. Et puis, on me propose, au bout de 3 années encore, de reprendre les back-office titres de Natixis. Et là, je me suis dit, voilà, le back-office, c'est quand même autre chose. C'était pas du tout ce que j'avais fait. C'est un peu quand même le cœur du réacteur. Il faut que ça tourne. Il y a des sujets de continuité d'activité. Il y a des sites avec les problématiques RH, les CSE, etc., etc. J'y vais ou j'y vais pas. Finalement, j'ai fait le choix effectivement d'y aller, connaissant parfaitement l'entreprise, son modèle, les équipes étant déjà légitimes et crédibles. Et voilà, si on m'avait proposé de le faire, c'est que aussi on pensait que j'étais probablement une des bonnes personnes pour faire ça. Et donc, j'ai basculé dedans. Et puis, au bout de 3 ans, on est venu me chercher pour reprendre les back-office de la CIB de Natixis au niveau mondial. Donc, une autre dimension, la dimension internationale, des dimensions de risque, tout était plus par rapport à ce que j'avais fait avant. Et j'ai accepté de prendre ces fonctions-là. Il y avait quand même des choses que je connaissais, ayant fait de la partie titre, Target 2 Securities, etc. C'était pas du tout inconnu. Et je suis partie sur le back-office de la CIB. Et puis, au bout de un peu moins de 5 ans après, ou un peu plus de 5 ans après, on est venu me proposer de prendre la direction générale déléguée de BPCE Payment Services. Voilà. Merci beaucoup. J'aurais peut-être juste une dernière question. Est-ce que le fait d'être une femme vous a posé problème ou vous a fait rencontrer des difficultés particulières ou pas? Alors, pas du tout et jamais. Alors, je saurais pas dire à quoi c'est lié, si c'est lié à ce que je suis et pour partie à l'environnement dans lequel j'ai évolué et j'ai été élevée. Je vous ai dit au début, j'ai commencé dans les marchés, un univers quand même très très masculin. Il y a eu pas mal de fusions. La CIB, c'est pas non plus des milieux qui sont faciles ou forcément aisés. Moi, j'ai jamais, à partir du moment où on travaille, on est pertinent, on est compétent, on apporte quelque chose, c'est jamais une question que je me suis posée. Et est-ce que, parce que pour moi, il n'y avait pas de sujet, il n'y en a pas eu, je ne sais pas. Est-ce que parce que j'ai toujours vu ma mère travailler dans l'industrie. Quand je dis l'industrie, les paiements, c'est une industrie, mais là, elle était dans la sidérurgie et dans les papiers pour les journaux, donc de l'industrie lourde, on peut dire, dans des fonctions de direction marketing. Mais c'était très naturel pour moi, il n'y avait pas de sujet. Je l'avais juste vu passer au bout de quelques années d'un tailleur jupe qui se faisait dans l'industrie quand vous étiez une femme à un tailleur pantalon. C'est le seul changement que j'avais vu, mais il n'y avait pas de sujet et j'en ai jamais vu et donc je me suis pas posé ces questions-là. Merci beaucoup, très clair. Merci. Très beau parcours. Donc là, je vais m'adresser à Laetitia Dorla, donc qui est directrice business acceptance de PI France. Et quand nous avons évoqué ensemble votre carrière, j'aurais pu la résumer avec 2 mots, banque et commerce. Mais en fait, c'est une carrière très diverse où vous avez pris parfois des risques, où vos décisions, vous les avez certainement beaucoup mûries avant de sauter de poste en poste, si je puis dire. Et je pense que c'est assez intéressant que vous nous évoquiez dans un premier temps votre parcours, justement, nous avons 4 femmes avec 4 parcours différents et tout aussi intéressants. Merci beaucoup Hélène. Déjà, je tiens à préciser que je suis ravie d'être ici. C'est un moment fort. On est quand même la semaine des droits internationaux de la femme. Donc c'est un chaleureux merci à vous Hélène, à toi Fanny, de pouvoir mettre en lumière les femmes. Je pense qu'il y a des femmes clés qui sont à l'écran, mais elles sont toutes dans la salle aussi. Donc je tiens à remercier aussi les personnes qui sont à la salle.
et également les hommes qui sont venus. Je n'étais pas en reste. J'allais en effet prendre le temps de remercier ces messieurs qui sont des alliés forts dans ce monde qui est quand même très bousculé à ce jour. Pour ma part, donc je suis tombée un peu dans les paiements très rapidement en fait. À la suite de mes études, j'ai poursuivi sur un DEA marketing et stratégie. Et à l'issue de ce DEA, en fait, j'ai rencontré un directeur de magasin de Cora. Je pense que c'est une enseigne qui parle à chacun et chacune, puisque cette marque a été rachetée par le groupe Carrefour. Donc j'ai intégré le groupe Cora sur une position en charge de la carte de fidélité et de paiement. Pour situer un peu les choses, c'était il y a quelques années, mais le monde du commerce souhaitait se réapproprier ce modèle économique et ne voulait pas se faire spolier de la valeur. Et donc la grande distribution avait souhaité mener directement, tambour battant, une stratégie de je récupère un peu l'interchange et à ce titre, je monte ma propre structure. Donc j'ai intégré Cora dans ce contexte, donc un contexte passionnant, puisqu'on voyait bien à quel point le monde des paiements était déjà en train de frétiller, et à ce titre, j'ai pu voir à quel point la carte était devenue stratégique. Déjà, c'est important de préciser que la carte, c'est quand même le seul produit de la banque qu'on peut toucher. Donc, j'espère plus très longtemps. Donc voilà. Donc j'ai intégré la grande distribution. Un monde pas facile, un monde où les femmes sont pas forcément bien représentées, mais qui était très formateur. Ensuite, à l'issue de ça, j'ai souhaité découvrir le monde des entreprises et j'ai intégré le groupe La Poste, où j'avais envie de me détacher de cette logique mercantile propre aux clients personnels, aux particuliers. Et là, j'ai intégré le groupe La Poste pour accompagner les grandes entreprises dans une réflexion en lien avec leur envoi à l'époque de courrier et de colis. Donc, il y avait Colissimo qui émergeait, il y avait le marketing direct, pardon. Donc c'était extrêmement passionnant. Et ensuite, il s'avère que le groupe La Poste avait plein de conscience qu'il fallait créer un appel d'air par rapport à la Banque Postale qui se montait à l'époque, ce qui était une banque très jeune. Et là, j'ai eu la chance d'intégrer la Banque Postale pour pouvoir poursuivre sur la carte Visa Business. Donc cette carte Visa Business, qui était la parfaite combinaison en fait de mon expérience auprès des entreprises, des cartes dans la grande distribution, et qui était une création de poste. Et donc, à ce titre, j'ai pu poursuivre sur cette carte, sur la gamme, puisque je l'ai élargie, j'ai géré aussi le 3DS. Elle devenait stratégique pour accompagner la clientèle entreprise de la Banque Postale. Et il s'avère que cette expérience extrêmement formatrice m'a permis de sauter dans l'entreprise d'après, qui est CB, puisque j'avais une deuxième fois ce combi à la fois carte, à la fois banque, à la fois commerce. Et donc chez CB, c'était une création de poste encore. C'est un fil conducteur, la création de poste, dans mon parcours, et ce qui me va très bien. Donc cette création de poste, c'était animer le conseil consultatif commerce, donc créer cette connexion entre le monde du commerce et le monde des banques. Il faut savoir que ce sont deux entités qui parlent pas du tout la même langue, les banques et le commerce. Donc j'étais ravie de pouvoir faire entre guillemets ce pont entre ces deux univers et de pouvoir les accompagner sur des sujets extrêmement intéressants, puisque c'était au moment où on a mis en place la DSP2. Ces fameux mots qui ont fait frémir le e-commerce. Donc j'ai pu découvrir le top 100 du e-commerce, les accompagner et monter aussi progressivement en termes de pédagogie. Parce que les paiements n'étaient pas forcément le domaine de prédilection des marchands. Ils vous diront tout dès le début, c'est pas notre métier en fait. Mon métier c'est de vendre, mais de savoir quelle solution A, B ou C, je ne suis pas forcément le mieux indiqué. Et ça a été vraiment un moment assez extraordinaire de pouvoir monter tous ensemble sur la pédagogie des paiements, qui ont pris une dimension tout autre au moment du Covid, puisqu'on a découvert qu'en fait, si on faisait pas du paiement en ligne, c'était difficile en tant que commerçant de résister et de perdurer dans le futur. Donc ce moment a été clé. Ça a été aussi un moment clé au niveau du Covid, parce qu'on a augmenté le plafond sans contact de 30 à 50 €. Donc c'était vraiment des moments clés et structurants dans l'apprentissage des paiements, puisque comme l'a très bien dit en début de séance mes prédécesseurs, le paiement c'est un milieu tellement passionnant mais qui bouge tout le temps.
Donc pour rester active dans ce milieu, il faut vraiment suivre rapidement la tendance. Il s'avère qu'après 7 ans auprès de CB, où j'ai vraiment beaucoup grandi, je me suis dit, j'ai besoin aussi d'aller voir en classe européenne. Et donc j'ai intégré European Payment Initiative pour pouvoir continuer ce pont, pour pouvoir, on va dire, développer cette nouvelle solution qui pouvoir gommer ses frontières et en classe européenne pour pouvoir promouvoir Wero auprès du monde marchand. Voilà. Beau parcours. Et justement, on parlait en tant que femme dans le paiement, vous paraissiez même un peu surprise qu'il n'y ait pas du tout de soucis. Et je pense qu'effectivement, ça dépend à la fois des sociétés que l'on traverse, des entreprises et également des équipes que l'on croise. Donc, je crois que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Alors, la femme dans des métiers plus techniques, en élargissant même un peu au-delà du paiement. Oui, alors je te remercie Hélène pour cette question. Il est clair qu'il y a une thématique qui m'est très chère, c'est l'éducation financière. Puisqu'on est au milieu de personnes qui parlent du paiement tous les jours, il est clair que l'éducation financière est clé pour la place des femmes. Donc, j'ai eu la chance de regarder un reportage cette semaine de la chaîne Arte. Le titre était Les femmes riches ne courent pas les rues. Alors, ce reportage qui a eu lieu pendant cette semaine du coup des droits internationaux de la femme était vraiment percutant dans le sens où on réalise qu'en tant que femme, en fait, on a une probabilité plus faible de devenir riche. Et avec humour, je dirais, la probabilité de devenir riche en tant que femme, c'est d'épouser un homme riche. Donc, je dis vraiment avec humour. C'est pas un conseil. Non, pas du tout. Je ne suis pas riche. Donc, à ce titre, ce reportage mettait en lumière que tout ne se joue pas dans l'enfance, mais il est clair que c'était important d'accompagner nos enfants dans cette connaissance du monde financier. Parce que l'indépendance financière, c'est clé en tant que femme. C'est clé pour pouvoir asseoir ses choix, c'est clé pour choisir son destin. Et on a tous une responsabilité en tant que parents, que ce soit papa ou maman, de pouvoir accompagner nos enfants dans cette découverte de cette autonomie financière. Il s'avère que ce reportage mettait en lumière qu'on donnait initialement la même chose en argent de poche aux enfants, hommes, garçons ou filles, mais que le garçon a tendance à aller réclamer plus. Donc c'est drôle parce qu'en fait ça se reproduit plus tard. Ça se reproduit plus tard dans le sens, en tant que femme, on n'ose pas demander. Donc c'est important aussi dans cette découverte de l'éducation financière de pouvoir se dire qu'il y a des clés de réflexion à avoir, qu'on est nous-mêmes biaisés par des stéréotypes et on n'en est pas forcément conscient. Et il faut pouvoir aussi se détacher de tout ça et aller au-delà pour pouvoir accompagner cette transition. Parce que dans une société moderne, il est clair que l'égalité entre hommes et femmes a complètement son sens pour une société meilleure, une société dans le sens où on est dans l'intelligence collective. Donc c'est en ce sens-là que cette thématique m'est très chère. Donc ça, c'est un premier point. Donc d'abord en tant que parent. Et le deuxième point qui m'est très cher, c'est du coup la place des femmes au sein des univers, puisque dans ce reportage, il était quand même noté que à peu près 60 à 70% des femmes allaient se diriger vers des carrières plutôt d'éducation, des carrières de santé, de prendre soin de l'autre, alors que les femmes désertent un peu les univers, on va dire, techniques. Et ce qui est bien dommage, parce que je pense qu'on a toute notre place au sein de ce type d'univers, parce qu'aujourd'hui, quand on paye, en fait, tout le monde paye. Donc aujourd'hui, c'est important d'avoir la possibilité de pouvoir promouvoir une façon de payer, autant dans un cerveau femme, autant que dans un cerveau homme. Et le deuxième point sur lequel je voulais m'appuyer, c'est en tant que femme, il est important de promouvoir des réseaux. Donc je remercie pour la mise en place de cet échange ce soir. Mais c'est une habitude qu'on n'a pas chez les femmes non plus, de pouvoir créer des connexions, des réseaux. On a toujours une charge mentale très lourde, et donc on prend pas le temps
mais ça doit faire partie aussi des réflexes à avoir, d'entretenir son réseau, de cartographier son réseau, parce que c'est comme ça aussi qu'on arrive à progresser et créer, on va dire, un chemin professionnel dans lequel on peut s'épanouir. Donc voilà. Et donc c'est pour ça que Sophia tout à l'heure m'a un peu tendu la perche et m'a dit voilà que je suis entre guillemets une forte promotrice d'un autre réseau, parce qu'il faut aussi être présent dans plusieurs réseaux, qui est The Cycle, et qui est dans lequel en fait on est réunis autour des femmes du paiement pour pouvoir avoir des connexions qui nous permettent de grandir mutuellement. Merci. Merci beaucoup. Merci Laetitia. Nous avons maintenant la chance d'accueillir Stéphanie. Stéphanie Cabot-Suras, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom, secrétaire générale de Forge. Et Stéphanie a un parcours particulier, cette fois pas dans le sens métier différent au sens d'une banque ou d'entreprise à l'autre, mais j'ai trouvé assez étonnant le parcours qui combine aussi bien la sphère publique que la sphère privée à haut niveau à chaque fois. Donc déjà félicitations. Et est-ce que vous expliquez, excusez-moi, je pense en anglais, c'est pas terrible. Est-ce que vous accepteriez de nous dire en quelques mots votre parcours? Oui, volontiers. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation et cette initiative. C'est vraiment la semaine où il faut parler de ce sujet, pas seulement, mais en tout cas, c'est intéressant de mettre le coup de lumière, le coup de projecteur là-dessus. Écoutez, oui. Alors moi, je suis vraiment impressionnée par les parcours précédents. C'est vraiment ça force l'admiration. Moi, j'ai un parcours un peu atypique pour le coup. Alors j'ai commencé dans les paiements. J'ai commencé à la Banque de France dans le service de supervision des moyens de paiement, avec Nicolas Dessès qui était 2 étages au-dessus de moi, et c'était alors pour le coup vraiment une révélation. J'ai trouvé que ce monde était déjà fait de personnes passionnées, avec des liens très forts. Tout le monde se connaît, il y a quand même un esprit de communauté, des enjeux absolument capitaux pour la vie quotidienne des gens, pour la souveraineté économique, pour le fonctionnement de nos entreprises. Donc ça m'a vraiment beaucoup plu. Alors malgré tout, après ça, j'ai évolué. J'ai repris quelques études à l'ENA, donc d'où mon parcours de fonction publique. Et ensuite, j'ai rejoint la Cour des comptes comme magistrate. Donc j'ai poursuivi ce parcours de haut fonctionnaire. Malgré tout, cette expérience à la Banque de France m'avait vraiment donné ce goût, du secteur des paiements, du secteur financier, pour poursuivre là-dedans. Et à la Cour des comptes, j'ai eu la chance de contrôler des administrations publiques dans le domaine économique, donc le ministère de l'économie et des finances, la Banque publique d'investissement, la Caisse des dépôts et consignations. J'ai eu la chance de continuer sur ces thématiques un peu aussi de protection de l'investisseur, parce que j'ai été l'auteur d'un rapport sur les comptes bancaires en déshérence qui a donné lieu à la loi Eckert, qui s'applique encore de nos jours. Et vraiment, j'ai eu la chance de faire ce rapport, de voir ce fonctionnement et d'être à l'initiative de propositions de protection de l'investisseur qui sont toujours en vigueur. Donc suite à cette expérience, j'ai voulu continuer quand même dans mon approfondissement de la connaissance du secteur financier, alors plutôt institutionnel, et j'ai rejoint l'autorité des marchés financiers. D'abord comme responsable des affaires européennes, ce qui m'a permis de découvrir un peu plus tôt la dimension harmonisation européenne, échange avec les pairs, puisque j'accompagnais le président de l'AMF à l'ESMA, à l'autorité européenne des marchés financiers, et notamment des réunions régulières, quasiment tous les mois, de tous les présidents européens des marchés financiers. Donc ça, c'est une expérience très intéressante parce que ça m'a permis de bien connaître les sujets de l'époque qui sont pas totalement différents de ceux d'aujourd'hui.
J'ai ensuite voulu approfondir ma connaissance vraiment du secteur financier et notamment de la réglementation, parce que mine de rien, c'est un levier d'action très très important sur ce secteur, et c'est un moyen de structurer aussi tout le secteur en réalité, puisque tous ces intermédiaires, la façon dont le marché se structure, la façon dont les commissions sont prélevées, dont les investisseurs sont protégés ou pas, tout ça est quand même lié à la réglementation. Donc, je suis allée comme directrice juridique adjointe de l'autorité des marchés financiers, où je me suis occupée de différents textes transversaux sur le secteur financier. Alors, c'était l'époque du Brexit, donc j'ai fait l'ordonnance Brexit, j'ai fait une réforme de l'offre publique de titres financiers, j'ai fait les ordonnances Covid. Ça, c'était quand même une grande période. Il a fallu se changer de fonctionnement très rapidement et adapter tout un tas de textes en quelques semaines, en réalité. Et durant cette période, à la DAGE de l'AMF, a émergé un sujet, sur lequel j'ai été affectée, mais qui m'a affectée par la suite, puisque j'ai continué là-dedans. C'est le sujet des cryptoactifs et de la blockchain. Alors à cette période, donc c'était en 2018-2019, on avait beaucoup d'entrepreneurs qui venaient voir l'AMF, qui voulaient créer des projets autour de la blockchain, autour des cryptoactifs, autour des ICO. À l'époque, c'était l'époque des ICO, des levées de fonds en cryptoactifs, et ils demandaient aux régulateurs comment ils étaient régulés, quelle réglementation ils devaient appliquer. Et en fait, ces nouveaux actifs ne tombaient dans aucune case de la réglementation financière, donc ils n'étaient pas régulés. Et petit à petit, ces acteurs nous ont remonté leur volonté, leur souhait d'être régulés pour que leurs projets se démarquent de concurrents internationaux qui parfois étaient peu recommandables. C'est arrivé. Donc ils voulaient avoir une forme de label public. Donc l'AMF a fait une consultation publique et c'est ce qui est ressorti. Il y avait une volonté généralisée de réglementation. Donc on s'y est collé et j'ai rédigé, mais vraiment au sein de la DAGE, une des premières réglementations sur les cryptoactifs au monde. En 2018-2019, c'était quasiment pas régulé, nulle part. Cette réglementation a été inscrite dans la loi Pacte. Alors on a travaillé vraiment dans le détail de tous les textes d'application, la loi, le décret, le règlement général de l'AMF, les questions-réponses, les instructions, etc. On a fait tout le package et en lien avec l'industrie. Donc ça, c'était vraiment une méthode originale parce qu'on a essayé de co-construire cette réglementation sur un actif et une technologie qui était totalement nouvelle. Donc on ne pouvait pas faire ça dans notre coin en chambre. Cette nouvelle technologie m'a vraiment passionnée parce que on voit l'impact que ça peut avoir sur le secteur financier en matière de gain de productivité. Donc concrètement aujourd'hui, le secteur des paiements, le secteur financier, enfin tous ces intermédiaires financiers sont organisés autour d'intermédiaires qui gèrent des livres de transactions. Et chacun a son livre, son registre, et on échange des messages entre chaque intermédiaire. Et tout le monde le sait, c'est coûteux, ça marche pas, il y a des réconciliations, ça prend du temps, etc. La blockchain, c'est une technologie qui permet d'avoir un seul livre qui fait foi et auquel tout le monde est branché. Et ça permet d'éviter tout ce chemin de réconciliation, tous ces intermédiaires, toute cette fragmentation. Donc une fois qu'on comprend ça, on voit le potentiel de transformation de cette technologie, dont une des premières applications est dans le secteur financier. Et de plus, ce qui est passionnant avec ça, c'est qu'il faut sortir du cadre habituel. Voilà. En matière de réglementation, vous avez la réglementation du secteur financier héritée de la dernière crise. Il faut essayer de changer ça, de garder ce cadre, de garder cette gestion des risques, mais de le changer pour l'adapter à une nouvelle technologie. Et ce travail intellectuel est vraiment très intéressant, et moi, c'est ce qui m'a intéressée. Donc, j'ai continué à travailler sur ces sujets à l'AMF. J'étais à l'origine de cette réglementation qui a été mise au niveau européen dans le règlement MiCA, Market in Crypto Assets. C'est la réglementation française qui l'a inspirée. Et j'ai également été à l'origine d'un règlement européen dit du régime pilote en matière d'infrastructures de marché sur la blockchain, qui permet de créer des nouvelles infrastructures de marché entièrement sur la blockchain. Donc sans registre centralisé, entièrement dans la blockchain.
Donc après cette expérience, j'ai voulu continuer à découvrir ce secteur parce que bon, je me disais qu'il allait avoir des développements importants, un impact important sur le secteur financier, et j'ai fait le choix de rejoindre une plateforme d'échange de cryptoactifs, donc Binance France. Binance, pour ceux qui connaissent pas, c'est la plus grande plateforme d'échange de cryptoactifs au monde. Et j'étais en charge d'abord d'être directrice juridique et ensuite directrice générale de leur filiale française qui venait s'implanter en France, se réguler en France et faire de cette entité française leur hub européen. Donc là, j'ai découvert beaucoup de thématiques liées au retail, le retail, l'utilisation des cryptoactifs dans les paiements, notamment beaucoup de thématiques autour de la lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme. J'ai fait des trucs de fou. J'ai aidé les forces de l'ordre à démanteler une plateforme russe de blanchiment d'actifs. J'étais pris au milieu de ce truc-là. C'était une opération conjointe entre les forces de l'ordre américaines qui avaient arrêté le fondateur russe sur leur territoire à l'occasion d'un voyage. En parallèle, les forces de l'ordre françaises s'occupaient de geler une grosse partie des comptes associés à cette plateforme, et donc moi j'avais aidé à faire ça. Donc vraiment j'ai vécu des trucs assez fous. Et après cette expérience, mon constat c'est que les thématiques de blockchain allaient se généraliser au secteur financier et que la prochaine étape de développement de cette technologie, c'était dans les institutions financières dites traditionnelles. Et là, j'ai souhaité rejoindre Société Générale Forge, dont je suis secrétaire générale. Donc, je m'occupe de tout ce qui est juridique, conformité, finance et affaires publiques. Cette entité, en fait, est une des premières entités bancaires créées dans le domaine de la blockchain. Donc, ils ont fait toutes les transactions pionnières depuis 2020, dites de tokenisation. Donc, ils ont émis des obligations sur la blockchain. Ils les ont réglées en stablecoin, en monnaie tokenisée. On a fait la première opération en octobre dernier de repo, de refinancement auprès de la Banque de France, entièrement tokenisé, voilà. Et on est également émetteur du seul stablecoin bancaire. Donc un stablecoin, c'est un cryptoactif qui a une parité fixe avec une monnaie ayant cours légal, donc une parité fixe avec l'euro. C'est un stablecoin euro. Et voilà, on est la première banque à le faire, et c'est le premier pas vers une intégration de la blockchain dans le secteur financier et des paiements qu'on connaît. Merci beaucoup, et je vois que je suis pas la seule à trouver ce parcours assez exceptionnel. Est-ce que vous avez ressenti au cours de ces années de ces différents postes un impact lié au statut de femme, et est-ce qu'au quotidien vous menez des actions particulières en matière d'égalité hommes-femmes ? Alors moi, j'ai ressenti un impact plutôt positif. J'ai vraiment eu la chance au cours de mon parcours d'avoir le soutien de plusieurs mentors ou même des collègues, que ce soit des hommes ou des femmes. Et je tiens ici à adresser tous mes remerciements à Nicolas, qui a été un de mes premiers sponsors. Donc vraiment, je le dis sincèrement, qui m'a soutenu quand je suis allée à l'ENA et dans mon parcours après. Et pendant toute la suite de mon parcours, j'ai eu comme ça des hommes ou des femmes qui m'ont soutenu, qui m'ont porté, qui m'ont encouragé à sauter le pas, parce que comme tu disais, c'est pas naturel, ça doit faire partie de l'éducation, mais il faut un petit peu se forcer, et il faut vraiment se reposer sur toutes ces personnes qui ont de la bienveillance pour nous et qui nous forcent à aller un peu au-delà de ce qu'on aurait fait spontanément. Alors maintenant, à la place où je suis, donc j'essaye de rendre aussi un petit peu l'appareil. Alors en termes d'action concrète, moi je suis vraiment très attachée à la parité dans mes équipes. Donc il m'arrive toujours de faire de la discrimination positive dans un sens ou dans l'autre. Donc j'ai eu des équipes très masculines, et du coup j'ai recruté plutôt des femmes, et on trouve toujours des profils. Et inversement, j'ai eu des équipes beaucoup plus féminines, et j'ai fait de la discrimination positive dans l'autre sens. Et voilà, on trouve toujours des profils, et par contre en termes de fonctionnement quotidien, ça a vraiment une grande vertu, c'est que dans un monde qui change, alors en plus dans mon secteur qui est toujours en train de bouger, toujours innovant, enfin en perpétuelle évolution, qui est en plus transnational, on a besoin de cette agilité pour sentir ces évolutions, pour s'y adapter, pour réagir de la manière qu'il faut. Et pour ça, on a besoin d'une diversité de points de vue.
Et une des dernières choses que j'ai fait aussi pour promouvoir la place des femmes, c'est d'organiser très récemment un événement Women in Crypto avec l'association AWIC, donc Association des Women in Crypto, qui est une association américaine qui lance sa branche française. Et alors j'étais époustouflée parce qu'on a fait un événement comme ici, on avait la place pour 150 personnes, on a fait un petit peu de publicité sur les réseaux sociaux et on a eu 700 inscrits. Donc on n'a pas pu accepter tout le monde, mais par contre ça révèle qu'il y a vraiment une appétence sur ces sujets, une volonté d'aller de l'avant, et ça, je trouve que ça fait vraiment chaud au cœur. Merci. J'aurais peut-être juste une dernière question. Est-ce que vous auriez éventuellement des conseils à donner aux femmes ? Alors oui, mon conseil que je donne toujours, c'est prenez des risques. Prenez des risques. Comme on disait là sur le reportage, quand on prend des risques, on a aussi plus de chances d'avoir un retour sur investissement, de quelque nature qu'il soit, hein, que ça puisse être personnel, financier, en termes de promotion, etc. Donc il faut vraiment prendre des risques. Il faut pas le prendre de manière inconsciente, hein, il faut pouvoir gérer ses risques aussi. Il faut s'entourer des bonnes personnes qui vous aideront à prendre ces risques. Et il faut aussi s'entourer des bonnes personnes qui vous aideront à gérer les moments difficiles, parce qu'il y aura aussi des moments où ça se passera pas bien. Et moi, ce que j'ai ressenti, c'est que les femmes sont beaucoup plus affectées dans ces moments un peu en bas, en creux, quoi, que les hommes qui ont tendance à repartir. Voilà. Donc il faut aussi savoir s'entourer pour passer ces moments-là et aller de l'avant. Merci beaucoup. Donc Anne Roland-Herlin, qui est DRH de BA Clearing, mais avant ça, quand on a évoqué ta carrière, on pouvait, je pense qu'il y a un peu plus de 15 ans, tu n'étais pas dans le paiement et c'était plutôt grand groupe et métallurgie, donc l'industrie, et basculer dans le paiement il y a 15 ans dans une petite entreprise, dans le paiement, dans un marché émergent, certes soutenu par les banques européennes, mais là aussi, c'est le mot qu'on de toute façon on retrouve un petit peu dans tous les parcours. Il y a eu une petite prise de risque. Donc, ça serait peut-être intéressant de nous présenter le parcours et pourquoi, en plus 15 ans dans la même entreprise, dans le paiement, mais on s'ennuie pas. C'est ça ? C'est ça, Hélène. Avant de démarrer, je voudrais bien sûr vous remercier pour cette invitation. Et en fait, très curieusement, c'est la première fois qu'en tant que femme, je suis invitée à parler de mon parcours de femme. Alors voilà, c'est jamais trop tard. Et vraiment merci, ça me touche beaucoup. Oui, alors je vais parler un petit peu de... Et puis aussi vous remercier parce que c'est pas toujours... Enfin, c'est pas si commun que cela d'inviter aussi quelqu'un d'une fonction qui est qualifiée souvent comme plutôt support, un peu éloigné du business, a priori, dans un panel comme celui-ci ou dans des événements industriels. Voilà. Donc, merci aussi pour votre ouverture d'esprit à d'autres fonctions moins techniques et voilà. Donc oui, effectivement, j'ai commencé mon parcours dans la métallurgie, dans de grands groupes, donc groupe Safran, groupe Eramet, en tant que jeune cadre RH, avec quand même où j'ai vite compris aussi quelles étaient mes trois dadas. Donc la paye, parce que j'ai vite compris que s'il fallait que je sois crédible pour parler à certains de mes interlocuteurs dans des environnements fortement syndiqués. Donc voilà, j'ai commencé par ça. Et puis les relations sociales aussi très vite parce que j'adore le dialogue. J'y connaissais rien, donc j'ai plongé dans le bain. J'étais bien accompagnée par un super DRH, un homme.
il m'a dit viens avec moi et j'ai appris comme ça sur le tas les relations sociales, effectivement dans ces environnements très masculins aussi, enfin oui, des mondes d'hommes, des ouvriers, des employés, des techniciens, des agents de maîtrise, des cadres aussi, mais donc quand même très très masculin, tant dans l'aéronautique que la production de nickel. Et puis également l'international. Car j'ai fait une partie de mes études à l'étranger. J'ai vécu 2 ans au Japon où j'ai travaillé. Donc j'ai toujours beaucoup aimé voilà l'international et ça c'est aussi un fil conducteur que j'ai gardé tout au long de ma carrière. Je me suis occupée notamment en particulier de la mobilité internationale pour Safran et la gestion des mandatés. Donc je suis plongée au cœur des voilà des relations sociales et puis ensuite chez Eramet où j'ai pris la direction d'une DRH d'un site de production, d'un site Céveso, donc type équivalent à la triste usine AZF, mais similaire en termes de risque. Donc là, avec des problématiques effectivement de risque élevés, là on gère vraiment en fait le risque humain. C'est voilà. Et également des relations sociales aussi très 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 dures, très difficiles, c'était très formateur. Ces 2 expériences ont été extrêmement formatrices et à la fois, on n'était pas toujours d'accord, mais il y a toujours beaucoup de respect. Je garde de très bons souvenirs, notamment toutes ces relations avec tous ces représentants du personnel, parce que très respectueux et très sincères. Pur et ce qui je pense sont toujours les bases d'un bon dialogue peu importe les sujets que on est à aborder et puis pour des raisons personnelles effectivement j'ai dû me restituer professionnellement et en recherchant du travail donc j'étais en Normandie précédemment et revenant à Paris pour des raisons personnelles, je suis mon conjoint, j'ai postulé effectivement un jour j'ai vu cette annonce voilà, on cherchait une DRH pour une entreprise dans le secteur des paiements. C'était une création de poste, voilà, et donc j'ai postulé et me voilà donc retenue pour ce poste de DRH au sein de la BE Clearing où en fait il y avait voilà, on me demandait effectivement d'implémenter la fonction. Enfin, il y avait tout à faire. C'était une page blanche. On partait d'une page blanche il y a 15 ans. L'entreprise était en phase on était moins de 50 salariés, principalement donc en France, une présence aussi en Belgique et puis une petite 2 bureaux de représentation en Italie et en Allemagne, et avec quand même beaucoup de choses à faire et besoin aussi de rassurer l'entreprise. Justement sur des franchissements de seuil, enfin voilà, bon, tout ce qui dans un contexte franco-français vous connaissez. Donc j'avais effectivement cette expérience-là. Ça, je suis aussi conseillère prud'homale, donc ça les rassure aussi. Mais bon, ça c'est anecdotique. En tous les cas, voilà, donc je les ai rejoints dans ce cadre-là avec vraiment une nouvelle aventure. Donc oui, une prise de risque parce qu'effectivement, je venais de grands groupes, plutôt grands groupes, grosse structure. Puis on me dit mais pourquoi tu vas aller dans une aussi petite boîte qu'est-ce que tu vas faire si peu de monde, si peu d'effectifs, parce qu'il y a toujours cette notion d'effectifs quand on est dans les ressources humaines, voilà. Mais moi, ce que je voyais, c'était tout ce qu'il y avait à bâtir. J'ai vite senti que dans cette entreprise, dans son ADN, il y avait vraiment beaucoup de choses à bâtir. J'ai la chance aussi de travailler avec Gilbert Lister, père des pères fondateurs, quoi, et un homme voilà une grande ouverture d'esprit, très visionnaire, et ça aussi je trouvais ça très très intéressant, et donc j'ai accompagné l'entreprise depuis une quinzaine d'années dans sa croissance, dans ses temps forts, et comme ça a été dit à peu près par tout le monde ici ce soir déjà, les paiements effectivement c'est un secteur extrêmement dynamique, il se passe toujours quelque chose, j'ai l'impression que ça va de plus en plus vite, et donc c'est vraiment passionnant, et effectivement
effectivement un secteur très niché, une industrie assez fermée, c'est vrai, mais économiquement effectivement indispensable et beaucoup. J'ai rencontré beaucoup effectivement de gens passionnés et c'est ce qu'on essaie de faire en accompagnant la croissance de l'entreprise, c'est d'avoir accompagné la croissance, le développement par l'intégration de nouveaux collaborateurs, puisqu'aujourd'hui on est 120. Bon, voilà, on reste une petite structure face à tous les gens qui m'entourent, mais très internationale, 42 nationalités, donc effectivement une pour revenir un petit peu sur le sujet de ce soir. Une répartition, parce que moi je reste convaincue. Je suis une femme, certes, mais j'ai jamais eu ce raisonnement. Effectivement, en regardant en arrière, effectivement, je me suis dit, mais oui, ok, je suis invitée ce soir à ce panel, mais pourquoi, quoi, en fait, pourquoi une femme moi, enfin, je suis professionnelle, c'est ça, mais j'ai pas envie de m'apesantir sur le fait forcément que je sois une femme. Je trouve très important qu'il y ait un équilibre en termes de ressources humaines, de diversité, voilà. Donc, ce qui est important, c'est d'être professionnel, c'est d'avoir ses motivations, ses appétences pour un métier qu'on aime. Je crois que c'est ça le plus important, c'est aimer ce qu'on fait. Et donc dans ce secteur, je rencontre beaucoup de gens très très passionnés. Autant chez nos participants, nos systèmes de paiement, tant aussi 48 grandes banques nous détiennent. Enfin, donc on est parmi nos actionnaires aussi, mais auprès aussi de nos fournisseurs critiques, comme peut-être que Swift et Nexi. Enfin, donc des gens et parmi nous bien sûr aussi nos salariés. Donc KBO Clearing, on est un peu, j'aime bien aussi décrire l'entreprise comme ça. On n'est pas si grand, mais on est assez agile. J'ai tendance à dire parfois un peu l'aiguillon aussi un peu d'une institution comme la Banque centrale. Voilà, on aime bien aussi un peu même si c'est notre régulateur, les aiguillonner, les titiller. Et on a croisé de chemin de pas mal de choses, effectivement, parce qu'on a à la fois un certain nombre de choses qui s'imposent à nous en termes bien sûr de réglementation, de certification, qu'on retrouve de manière plus classique dans des grandes structures. Et puis également ce côté un petit peu, alors start-up, pas dans le sens de définition d'une start-up, parce qu'on a l'entreprise a 27 ans, donc on n'est plus si jeune que ça, mais ce côté entrepreneurial qui est très fort dans l'entreprise. Et je crois que c'est ça aussi qui me plaît. Très pionnier. Voilà, c'est toujours la frontière. On va toujours aller un peu plus loin. On va toujours dépasser. C'est un peu la frontière. Essayer d'être dans l'anticipation, dans l'innovation, la réflexion, en tout cas, être un peu cet incubateur pour de nouvelles idées, mais toujours, en tous les cas, dans un souci de services, en infrastructure de services de paiement pan-européenne, donc d'harmonisation. On n'est pas on fait pas de lobbying. Ce qu'on veut, c'est réunir les acteurs dans le secteur du paiement pour des réflexions et les aider, les accompagner également dans leurs besoins. Donc avec une forte, une entreprise très opérationnelle. Ça aussi, ça me correspond bien. C'est pour ça que je pense que je suis toujours aussi motivée et ravie d'y travailler. Opérationnel et puis très à l'écoute aussi de sa communauté, autant bien sûr nos participants, mais aussi en interne de notre personnel. Et donc on a cette agilité un petit peu d'être toujours un peu à l'affût de nouvelles idées, etc. Et la dernière chose concernant l'entreprise qui aussi caractérise bien, c'est KBO Clearing, c'est un peu aussi l'auberge espagnole de par la diversité des personnels qui y travaillent. Ça s'est pas fait tout seul parce que quand je suis arrivée à 15 ans, effectivement, il y avait rien d'établi ou de structuré particulièrement dans ce domaine. Mais je crois qu'en fait, ça s'est fait naturellement. On n'a pas forcément des réflexions autour de quotas, etc. Simplement, ça s'est fait sur la base simplement de s'accompagner de
des meilleurs talents possibles pour nos métiers, pour nos besoins, et à travers les savoirs, les connaissances, les savoir-faire, les compétences, et puis aussi la dimension humaine et personnelle de chaque individu, chaque personne. Et finalement, 15 ans après, je regardais justement les derniers chiffres des 3 dernières années. C'est vrai qu'on a vraiment cet équilibre homme-femme, quasiment à 50-50 dans l'entreprise. Et pour ce qui concerne notre comité de direction, quand je suis arrivée il y a une quinzaine d'années, c'est vrai que les choses ont changé depuis une quinzaine d'années. J'étais la première femme dans le comité de direction quand je suis arrivée. Aujourd'hui, nous sommes 4. Sur 11 en tout, quoi. Donc c'est quand même un bon. Il y a du progrès. Il y a un gros progrès. Et dans des fonctions, on a Eva Skovikova qui est notre directrice des opérations, Jessica Ramos donc qui s'occupe effectivement de tout ce qui est regulatory oversight, et d'autres, la direction financière également. Et puis Annick Moss dans la communication et moi aux ressources humaines. Mais voilà, on a vraiment une vraie ouverture d'esprit aussi de la part de nos dirigeants depuis toujours, et donc les choses se font de manière un peu organique et naturelle. Et ça, je trouve que pour moi aujourd'hui, c'est vrai que j'espère avoir un petit peu aidé à cela, mais je pense que c'est important aussi de aussi ouvrir dans le domaine des paiements. On a besoin de recrutement évidemment, de pas se fermer la porte à aussi simplement toujours recruter que des profils qui viennent de cette industrie, mais vraiment garder cette ouverture d'esprit et aller chercher les compétences et les savoirs transverses qui sont tout à fait transférables. On l'a dit, certains ici ce soir ont expliqué qu'ils venaient pas forcément de ce secteur. Donc j'encourage vraiment aussi effectivement toutes les personnes intéressées s'ils sont de la curiosité, envie d'apprendre, parce que ça aussi, en tant que femme, parce que j'aimerais dire ce qui est important pour nous tous, mais aussi pour toutes les femmes, c'est mes conseils, c'est ça, c'est continuer toujours d'apprendre toute la vie, se développer son réseau, ça a été dit effectivement, et prendre soin d'elle, prendre soin de soi. D'accord. Et pour finir justement avec une vue des RH, justement, donc pas de difficulté visiblement pour recruter des femmes puisque vous êtes à peu près à 50-50. Mais qu'est-ce que vous pourriez dire à des femmes justement, vous l'avez un peu dit, des femmes qui ne sont pas dans le paiement mais dans des métiers connexes ou quels seraient les attraits caractéristiques du paiement qui feraient que des femmes pourraient être attirées, même si elles n'ont pas les bases techniques, parce qu'on peut très bien faire du paiement sans être technicienne. Quel serait le message par rapport aux entretiens que vous pouvez avoir justement avec des candidats, qu'est-ce qui donne envie d'aller dans le paiement ? Je pense que effectivement, si on a des personnes complètement novices en face de nous, c'est aussi en fait, c'est là où on va effectivement beaucoup échanger sur leur envie. En fait, je crois que c'est ok. Je pense que chacun est aussi en charge de conduire sa carrière. Donc, mais si on voit en face de nous des personnes qui ont très envie, après, certes, c'est technique. On a beaucoup de femmes testeurs. On a beaucoup de femmes dans les métiers opérationnels, et informatiques et techniques. Donc, voilà, il y a de la place et il y a beaucoup de voilà. Je pense qu'à la fin, c'est une question vraiment d'envie, de motivation, de curiosité. La plupart des on est entouré de personnes intelligentes. Après c'est vraiment l'appétence, l'envie qui va faire tout le reste, mais c'est possible. Bon.